matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, comme je vous le disais, je suis très très heureuse de recevoir Tatiana Ventose. Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour Clémence, merci de l'invitation. Non, merci à vous et merci pour votre travail. Vous êtes analyste politique, fondatrice des chaînes YouTube Tatiana Ventose et Le Fil de l'Actu. Et justement, je réagis à l'une de vos vidéos. Inondation, c'était sorti la semaine dernière. Inondation espagnole. Le plan, entre parenthèses, pas, fermez la parenthèse, secret de l'élite financière qui va nous affamer. De quoi s'agit-il ? Eh bien, évidemment, de ces inondations. Je rappelle, 13 jours maintenant, après ces inondations autour de Valence, un drame qui a fait plus de 220 morts, des images absolument terribles qu'on a tous pu voir, qui sont liées à beaucoup de problématiques. D'ailleurs que, vous faites rapidement dans votre introduction un mot là-dessus, mais nous aussi on va le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets sur les origines de ces inondations. Certains qu'on ne peut pas aborder parce qu'on n'a peut-être pas assez d'éléments, d'autres d'urbanisme qu'on abordera peut-être plus tard, et évidemment le rôle de l'État ou l'inconscience de l'État sur ce qui s'est passé et surtout ce qu'il prévoit de faire sur cette zone justement qui a été sinistrée. C'est ça qui m'a interpellée dans votre vidéo Tatiana Ventose, puisque il se trouve, vous révélez dans votre vidéo que cette zone inondée, sinistrée, était justement une zone de grands plans prévus par le gouvernement et notamment un particulier, parce que la CaixaBank qui avait aussi un plan. Et avant de vous donner la parole et d'évoquer ça, je vous propose qu'on écoute un premier extrait de la vidéo de Tatiana Ventose. On a beaucoup moins parlé de quelque chose qui va être tout aussi dramatique sur du long terme, à savoir des terres agricoles qui ont été complètement dévastées et ravagées, parce que non, il n'y a pas que Valence qui a été touchée par ces fortes pluies, il y a aussi tout le pays valencien, ainsi que tout le sud-est, la province de Murcie, l'Andalousie, donc toutes ces parties de l'Espagne que l'on surnomme le jardin de l'Europe. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que là-bas sont produits la plupart des fruits et légumes espagnols, qui arrivent dans nos supermarchés, malheureusement, en tout cas c'est comme ça, dans un contexte où l'Espagne fournit entre 30 et 35% des fruits et légumes qui sont vendus sur le marché européen. Voilà, donc on comprend que finalement cette zone sinistrée était le jardin de l'Europe. Et puis, qu'est-ce qu'on comprend d'autre avec votre vidéo? Ensuite, je vous laisse tout dérouler. Eh bien, que justement, le gouvernement avait présenté un grand plan de modernisation très peu de temps avant. On va remonter juste à 3 semaines avant les inondations, début octobre 2024. Vous voyez, c'était il y a pas longtemps, c'était 3 semaines avant les inondations. Et bien à ce moment-là, le gouvernement espagnol a annoncé un grand plan de modernisation de l'agriculture pour en sécuriser la rente face aux catastrophes climatiques et autres risques naturels. Donc ça, c'est le 9 octobre 2024, le ministère de l'Agriculture espagnol annonce une collaboration entre lui et une entité financière, CaixaBank, pour impulser la transformation dans le secteur agroalimentaire et notamment dans le secteur agricole espagnol. Vous me direz, ça tombe bien. Voilà, on se dit, ça tombe bien, zone sinistrée sur laquelle le gouvernement et la CaixaBank notamment avaient de grands projets. Tatiana Ventose, expliquez-nous. Oui, alors déjà, c'est pas uniquement sur le pays valencien qu'il y a eu du dégât, que le Dana a fait du dégât. Il y a aussi effectivement toute la région de Murcie et une partie de l'Andalousie. Donc en fait, c'est vraiment toutes les zones d'Espagne où on produit vraiment les fruits et légumes, où on produit l'essentiel des fruits et légumes. Donc déjà, il y a la question qui va se poser des possibles pénuries. Là, les agriculteurs sont en train d'essayer d'évaluer les dégâts. Il y a certains endroits où les pertes d'agrumes, de kaki s'élèvent à 100% à cause de la grêle, à cause des dommages qui ont été faits. Et on ne parle même pas là des dommages qui ont été infligés aux infrastructures, aux machines ou aux serres, par exemple. Mais bon, le truc, c'est que 3 semaines avant les inondations, effectivement, le gouvernement espagnol a annoncé un plan en collaboration avec la CaixaBank. Donc la CaixaBank qui est une entité financière, c'est la 3e entité financière d'Espagne, qui là sert de fonds d'investissement en fait. Le but, c'est d'injecter quasiment 5 millions d'euros pour moderniser, pour faire faire une transition
à l'agriculture, au système agricole espagnol et notamment à toute la production maraîchère et horticole. Donc en fait, ils veulent, l'idée, hein, c'est réduire évidemment les coûts de production, augmenter la rentabilité, alléger les charges financières. Ils disent aussi faire rentrer des femmes pour assurer un renouveau générationnel, puisque les agriculteurs espagnols c'est même pas un peu comme chez nous, c'est pire que chez nous au niveau du non-renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40% des agriculteurs espagnols qui ont plus de 65 ans et personne, il y a personne pour reprendre derrière en fait, parce que justement c'est beaucoup trop cher de s'installer en tant que jeune agriculteur. Et c'est beaucoup trop cher. Pourquoi ? Notamment parce que depuis plusieurs années, les entités financières, les fonds d'investissement se mettent à investir, c'est-à-dire à racheter beaucoup des terres agricoles espagnoles. Voilà. Et il se trouve que CaixaBank fait partie des entités financières derrière les fonds d'investissement qui rachètent la terre. Donc la boucle est bouclée, quoi. Oui, oui. Non, ça, c'est quand même très important ce que vous révélez. Et donc, tout est dehors. Enfin, je veux dire, oui, moi, oui. j'ai pas eu à investiguer très loin. Hein. D'ailleurs, c'est assez effarant de voir que effectivement, 3 semaines avant, le plan en plus du gouvernement espagnol, celui que le gouvernement a révélé, le ministère de l'Agriculture. Il s'appelle comment ce plan ? Il s'appelle comment exactement ce plan ? Je sais plus. Je sais plus. Bon, Alors là, le nom du truc. Je vais vous trouver la source tout de suite. Voilà. En attendant, moi, je propose qu'on regarde les images. On a les images d'un bandeau qui était affiché à Valence, d'une banderole plutôt, avant et après les inondations. Enfin, il était déjà là avant. Et on voit justement la mise en place de ces projets de développement durable qui étaient déjà annoncés. Puis voilà, on voit après les inondations. Donc, on voit en effet que c'était déjà annoncé, qu'il y avait déjà de grands projets et que finalement, la conclusion, Tatiana Ventose, c'est que ça tombe très très bien pour ces projets financiers. Ça tombe à pic pour aider la finance, c'est sûr. Oui. Mais quelle est finalement aujourd'hui la mise en œuvre de la finance ? Comment elle peut finalement reprendre possession de ces terres qui appartiennent encore à des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales ? Oui, parce qu'en Espagne, en fait, il y a presque 90% des terres agricoles qui sont des exploitations de moins de 5 ou de moins de 20 hectares. Donc ça reste de petites exploitations, effectivement, et d'ailleurs il y a beaucoup plus de petites exploitations qu'en France, en Espagne, et c'est particulièrement vrai des régions qui ont été touchées par le Dana. Donc l'intérêt des investisseurs financiers, je le dis pas comme un jugement de valeur, mais le but c'est de concentrer les terres agricoles afin de pouvoir augmenter les rendements, de mécaniser l'agriculture et éventuellement d'embaucher s'il faut des ouvriers agricoles ou éventuellement des paysans sous baux de fermage, mais pas qu'il y ait des paysans qui soient propriétaires de la terre, qui soient propriétaires de leurs moyens de production et qui puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent aussi, même si tout cela est très limité quand même, Oui. la liberté des paysans est très limitée, mais néanmoins en Espagne il y a aussi beaucoup de coopératives agricoles par exemple, et donc le but de ces fonds d'investissement c'est de prendre la terre pour l'utiliser comme outil de spéculation financière, pour mettre dessus à la place de ce qu'il y a déjà, ce qui leur rapportera le plus, donc c'est-à-dire soit garder effectivement la production telle qu'elle est, soit la remplacer par des cultures qui ont un petit peu plus le vent en poupe aujourd'hui, et notamment avec la transition écologique, à savoir des cultures de légumes et de fruits bio par exemple, ou qui ont une plus forte valeur ajoutée, ou alors carrément de remplacer les cultures par des panneaux solaires, par des éoliennes, par des outils de production, si on peut l'appeler comme ça, d'énergie renouvelable. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait la finance, si j'ose dire, comme entité, si on peut en parler comme ça, qu'est-ce que font les fonds d'investissement ? C'est qu'ils profitent de la misère actuelle du système agricole et des paysans. Ils profitent du fait que les agriculteurs sont âgés, qu'il n'y a pas de renouvellement générationnel. Ils profitent aussi que c'est un métier extrêmement difficile. Vous en parlez, j'ai oublié de le préciser dans votre présentation, mais vous en parlez aussi dans votre livre Le temps des producteurs. C'est l'occasion de le rappeler, c'est vraiment dans le sujet.
Oui, bah, vous voyez, enfin, c'était vraiment, c'est complètement raccord. Et d'ailleurs, effectivement, j'en parle de la manière dont aussi en France, les investisseurs rachètent, puisqu'ils ont des fonds illimités pour acheter les terres agricoles, rachètent les terres agricoles que les agriculteurs ne peuvent plus, dont les agriculteurs ne peuvent plus supporter en fait le coût et l'exploitation tout simplement en fait. Et du coup, effectivement, c'est pas un problème qui est uniquement espagnol. C'est simplement que là, ces inondations vont faire un effet, si j'ose dire, thérapie de choc, Oui. euh, comme ça a déjà été vu dans l'histoire, où on profite d'une crise pour reprendre la main et remodeler un petit peu le système tel qu'on voudrait le voir. Sauf que là, les gens qui vont reprendre la main, c'est absolument pas les paysans, évidemment, qui vont, pour qui les coûts des dommages aux cultures et les dégâts du Dana vont venir s'ajouter aux problèmes déjà réels et très très lourds auxquels ils doivent faire face. Donc, on se retrouve avec des institutions financières en fait qui n'ont plus qu'à arriver et à rafler la mise derrière en prétendant en plus faire de la transition écologique, de l'égalité homme-femme, en faisant rentrer des femmes au champ. Ils insistent bien là-dessus, visiblement dans le plan du gouvernement espagnol et dans la note qui avait été publiée, mais pile poil un an avant de la par CaixaBank. La CaixaBank, exactement. Je vous propose, on a pris l'extrait où vous parlez de cette note de la CaixaBank qui justement, vous l'expliquez très bien, le gouvernement, j'allais dire français, mais on n'y est pas encore, mais bon, le gouvernement espagnol a repris exactement les propositions de la CaixaBank qui avait publié donc une note un an avant ces inondations. On écoute l'extrait de la vidéo de Tatiana Ventose. En Communauté de Valence, on atteint des sommets puisque c'est 78,4% des exploitations agricoles qui font moins de 5 hectares et 20 qui font entre 5 et 20. Donc on est à 98,6%, donc c'est quasiment la totalité des exploitations qui font moins de 20 hectares en Communauté de Valence. Et ces chiffres, je ne les ai pas sortis de mon chapeau, ils sont donnés, ça tombe bien aussi, par la CaixaBank. Ouais, exactement, les mêmes que ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une note d'octobre 2023 qui parle de l'évolution de l'agriculture espagnole et qui prévoit, qui donne des prévisions, puisque en tant qu'investisseur, en tant que firme d'investissement et de spéculation, son boulot c'est de savoir où investir, et pour investir, il faut prévoir un petit peu. Comme quoi, la prévision et la planification, c'est pas juste un truc de communiste. Donc il prévoit plusieurs choses, mais surtout il prévoit l'accroissement de la concentration des terres agricoles pour les années à venir. Donc c'est un peu rigolo puisque ça fait très prophétie autoréalisatrice vu que c'est eux qui ont un intérêt à la concentration toujours plus importante des terres agricoles. Ils exhortent aussi le secteur à augmenter la production de fruits et légumes en modernisant et à... Ah oui, c'est vrai, alors ils insistent vachement sur le fait qu'il faut absolument embaucher des femmes dans l'agriculture pour la parité et l'égalité. Non mais ça on s'en fout, c'est pour se mettre les progressistes dans la poche qui vont leur servir d'idiots utiles, comme d'habitude. La note se conclut sur le besoin de digitaliser, de numériser l'agriculture, donc sous-entendu se débarrasser des agriculteurs, en favorisant l'innovation, ce qui veut dire dans leur langage réduire les coûts, tout simplement. Voilà, donc on l'a bien compris, étude de la CaixaBank, publiée un an avant la proposition du gouvernement, qui reprend donc et qui est justement alliée avec la CaixaBank. Ça tombe bien, comme vous le dites, Tatiana Ventose. Les choses commencent à être bouclées. On a l'impression que c'est quand même un plan bien prévu, bien rodé à l'avance, et que là, on a quand même une inondation qui tombe super bien, entre guillemets. Disons que voilà, après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que c'est quelque chose qui est vrai dans tout le monde occidental, en Europe, aux États-Unis. C'est un mouvement de concentration des terres agricoles qui se fait à l'échelle mondiale. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que pour un investisseur, des terres agricoles, c'est un investissement, un placement qui est sûr, qui va toujours rapporter quelque chose, contrairement par exemple à des investissements plus risqués dans des crypto-monnaies ou autres, qui risquent de s'effondrer du jour au lendemain. Et puis s'il y a une crise financière, il n'y a plus rien. Donc en fait, ça fait quelques années que on constate à l'échelle mondiale littéralement une ruée vers les terres agricoles, vers les terres arables dans le monde. Tout le monde a entendu parler de Bill Gates, qui est devenu le premier propriétaire de terres arables aux États-Unis. Mais ce dont on parle moins finalement,
c'est des fonds d'investissement qui rachètent le plus possible de terres agricoles dans le monde. Et je pense par exemple à Colruyt en Belgique, qui rachète, enfin qui est un fonds d'investissement en fait, et qui rachète le plus possible de terres agricoles en forçant finalement les exploitants agricoles à leur louer, enfin à être sous contrat de baux de fermage et qui deviennent en fait de simples employés du fonds d'investissement en bout de course. Euh, je pense à Aldi, par exemple, en Allemagne, qui n'hésite pas d'ailleurs à contourner les règles de la concurrence de manière, parce que normalement, vous savez qu'en Europe, un distributeur alimentaire ne peut pas aussi être propriétaire de terres agricoles. Aldi a trouvé le moyen en créant des filiales de sociétés, etc. Visiblement, ils ont trouvé le moyen de contrôler énormément de terres agricoles en Allemagne. En France, c'est pareil. Donc vous voyez que c'est un mouvement. Pourtant, on est censé avoir en France la SAFER qui préserve les terres agricoles. Je dis censé parce qu'on sait bien que c'est une grosse arnaque et que finalement. Vous irez en parler, c'est ça. Vous irez en parler aux agriculteurs de la SAFER et puis on va voir qui est-ce qui favorise entre les fonds d'investissement étrangers. Hein. D'ailleurs, c'est ça le pire, c'est qu'on se retrouve avec des propriétaires de la terre française qui non seulement ne sont pas ceux qui la travaillent, mais qui en plus sont des gens qui ont des intérêts financiers étrangers, internationaux. Et tous ces gens, en fait, ont systématiquement la primauté. Et là où je voudrais vraiment insister, c'est sur... parce que, encore une fois, c'est légitime de vouloir faire son business comme cela. Moi, ce que je trouve... Non, mais c'est légitime. Non, mais disons que dans l'intérêt d'un type qui pense qu'à gagner de l'argent, on peut comprendre que, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un nouvel investissement, vous le dites dans la vidéo, au niveau de l'or, c'est-à-dire c'est une valeur refuge. Donc on comprend qu'il aille vers la valeur refuge. Bon, d'accord, alors allez-y. Complètement, donc on comprend cela. En revanche, ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'aval, l'appui, la complicité, si j'ose dire, des différents gouvernements, des différents chefs d'État et des dirigeants politiques vis-à-vis de cela, puisque on est quand même dans une situation où les gens qui ont créé les lois, qui ont créé le système politique, ont créé un système où les agriculteurs se retrouvent le couteau sous la gorge en permanence et donc obligés de vendre... Ou la corde au cou. Voilà, oui, ou la corde au cou, bien malheureusement. Donc, si vous voulez, là, ça, c'est une situation de crise. C'est pas une crise aussi aiguë, aussi brutale que des inondations avec des coulées de boue qui emportent tout sur leur passage. Néanmoins, c'est une situation de crise permanente qui dure depuis presque 50 ans, que les différents gouvernants, et y compris en France, ont créé. Et en fait, c'est une situation de crise. Et dans cette situation de crise, eh bien, il est très facile ensuite pour les entités financières d'arriver et, encore une fois, de prendre le pactole, en fait, puisqu'il y a plus personne, en fait. Pour défendre. Les paysans ne peuvent plus se défendre, effectivement. Et ils sont tout seuls. Et là où, normalement, si on avait un gouvernement qui avait un tant soit peu, l'intérêt national en tête, eh bien, on aurait des lois pour protéger nos paysans. Les Espagnols auraient des lois pour protéger leurs paysans, pour protéger les coopératives agricoles, etc. Eh bien là, en fait, on a des lois de facilitation d'achat, des lois européennes qui sont là pour saigner les producteurs, pour saigner les paysans et faire en sorte que ces fonds d'investissement puissent s'approprier la terre et la transformer en outil de spéculation. Alors que normalement, un dirigeant politique, un dirigeant d'un pays, son rôle n'est pas de servir la finance, mais bien de servir le peuple dont il est garant de l'intégrité et de la sécurité, et notamment alimentaire. Oui. Mais, quand on a des dirigeants qui sont issus de la matrice financière, quand on a tous les gens dans les gouvernements qui sont formés dans les écoles de commerce, quand on a un président de la République qui est un ancien banquier d'investissement, un ancien banquier d'affaires chez Rothschild, à quoi d'autre fallait-il s'attendre, j'ai envie de dire. D'ailleurs, dans les commentaires, il y en a qui nous disent c'est finalement la stratégie financière, d'abord ruiner, donc asphyxier, puis ensuite racheter. On voit bien en effet la stratégie se mettre en place. Deux précisions. D'abord, et j'ai lu ça dans un commentaire d'ailleurs d'une vidéo, de votre vidéo. En 2021, l'Espagne a supprimé 108 barrages hydrauliques.
C'est un Tout à article du Courrier international qui date de juin 2022. Il est précisé dans l'article que, oui, j'ai vérifié, dans certaines zones d'Espagne, les barrages sont indispensables pour empêcher les cours d'eau de s'écouler vers des habitations en crue. Alors, on comprend donc, c'est intéressant quand même, là on comprend, si on allie tous les éléments, et sans même parler de géo-ingénierie, je sais qu'il y en a qui veulent qu'on en parle dans ce studio. Moi, je ne suis absolument pas experte, je n'ai pas assez travaillé sur ce sujet. Après, on peut évidemment imaginer le pire, mais restons déjà sur les éléments que nous avons. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, les barrages ont été supprimés par l'Espagne. Moi, j'ai vécu justement à Valence, où j'ai connu la Gota Fria, et déjà à cette époque, les restaurants étaient inondés pendant la Gota Fria. Mais on n'a fait qu'empirer les choses d'un phénomène météorologique qui existe, qui a peut-être été bref. On a peut-être empiré les choses, nous avons empiré les choses avec la suppression de ces barrages, et on voit d'ailleurs très bien comment, évidemment, quand on fait un test, quand on fait une simulation, la suppression des barrages, évidemment, force la crue des villes qui sont situées en dessous de ce cours d'eau. Donc, on comprend que le gouvernement soit est irresponsable, soit est responsable en ayant pensé ce qu'il voulait faire, on ne sait pas, on peut toujours imaginer, en tout cas, de fait, il est responsable et de l'intempérie, donc de la crise qui s'est déroulée, et de la thérapie, enfin de la stratégie financière derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à l'heure, vous disiez, ils ont profité d'une crue, d'une inondation, pour tirer profit. Mais finalement, cette inondation, ils l'ont même provoquée avec la suppression des barrages. Oui, on peut le dire que la situation de crise, de toute façon, a été créée par les gouvernements qui sont effectivement non plus serviteurs des peuples, mais serviteurs de la bourgeoisie financière. Donc là, en plus, ce que vous dites sur les cours d'eau, et sur les barrages, les digues, en 2021, il y en a 108 qui ont été supprimés. Vous vous souvenez avec quel argument ? Parce qu'effectivement, c'est un article de Courrier international qui cite El País, de 2022, donc c'est pas des journaux de complotistes, mais qui nous rapporte que il s'agit là d'une stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité, soutenue par toutes les ONG environnementales et écolo. Bon, voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire de plus ? En fait, tout est là-dedans, en fait. Ça a été créé, alors effectivement, peut-être que les dirigeants espagnols en 2021 qui ont décidé de détruire ces barrages ne se sont pas rendus compte parce qu'ils ne sont pas experts, ils ne sont pas ingénieurs, ils ne savent pas. Mais dans tous les cas, ils sont responsables. Dans tous les cas, ils sont responsables et ils ont pris une décision qui a été catastrophique pour les habitants et pour les Espagnols. Voyez, vous dites que vous avez vécu à Valence. Nous, au fil d'actu, on a notre réalisateur qui habite à Valence et qui a vu en fait la situation aussi se dégrader et qui voit là aussi la colère immense des Espagnols, des habitants, non seulement parce que effectivement ils sont considérés comme étant responsables de la crise, parce qu'ils considèrent le gouvernement en tout cas comme responsable de la crise, mais aussi parce que ils n'ont pas réagi, que rien ne s'est passé, que les secours tardaient à venir, que les premiers pompiers que les habitants ont vus à Paiporta, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles et des pompiers français. Oui, qui se sont portés. Fou, hein. C'est ça. Quand on voudrait créer une situation de chaos et il voudrait aggraver encore une situation qui est déjà le chaos, en fait, il ne s'y prendrait pas autrement. Oui, non, mais c'est ça. Quand on met tous les fils, c'est-à-dire suppression des barrages, plan financier sur cette zone, derrière crise et derrière non-réaction à la crise. Voilà. Mise en place du plan et la petite banderole est déjà là. C'est vrai que, bon... Ça fait beaucoup, hein. Oui, à chacun de tirer ses conséquences, mais ses conclusions, je veux dire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et on a de quoi s'interroger. Je voulais revenir aussi sur un autre élément important que vous avez abordé, justement sur ces fonds d'investissement qui rachètent la terre entière. Vous avez parlé de Bill Gates et vous avez bien raison, parce qu'il est quand même, je pense, l'un des plus grands propriétaires maintenant des terres arables avec ces terres américaines qu'il a rachetées. Je précise d'ailleurs qu'il y aura un sujet là-dessus avec André Berkoff. Il se trouve, ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Alors ça, je l'ai découvert avec vous, c'est qu'on appelle cette zone espagnole le jardin de l'Europe.
Mais il y a une autre zone qui a été très touchée par une autre grave crise qu'on appelle le grenier de l'Europe, c'est l'Ukraine. Et qui a expliqué justement les projets financiers qui étaient sur ces terres greniers de l'Europe? C'est Robert Kennedy Jr. Il l'a fait dans une vidéo que je vous propose d'écouter. C'est une vidéo, alors, avant qu'on la fasse démarrer, que je redonne un petit peu d'éléments. C'est une vidéo qui date du 11 février 2024. Il avait pris la parole et donné un discours que je considère comme fondamental sur les dessous de la guerre en Ukraine. Il explique d'abord qu'on n'explique jamais l'ensemble du contexte de cette guerre et que évidemment les Russes avaient des raisons de réagir, pas raison, mais des raisons. Et il explique que les premiers gagnants sont les fabricants de défense américaines avec les ventes d'armes et que qui sont les plus grands propriétaires, qui réunit tous ces propriétaires, c'est BlackRock. Et ensuite, il explique que l'argent qui était donné à l'Ukraine n'est pas un argent donné justement, mais un prêt imposé finalement, et que donc quelles sont les conditions du prêt imposé, et c'est l'extrait que je vous propose d'écouter. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, of extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. Alors, je traduis rapidement. Donc, c'est ce programme de ces conditions de prêt imposées aux Ukrainiens, c'est un programme d'austérité, de telle sorte que si vous êtes pauvre, vous resterez pauvre toute votre vie. L'Ukraine doit mettre tous ses actifs qui appartiennent à l'État à des sociétés multinationales, y compris ses terres agricoles. Il y a eu plus de 1000 ans de guerre autour de cette zone terre-grenier de l'Europe. Tous ces Ukrainiens sont morts pour sauvegarder cette terre. Il est presque certain qu'ils n'aient pas été au courant, ces Ukrainiens, d'un tel contrat. Les entreprises concernées sont DuPont, Monsanto, Gail. Elles appartiennent toutes à BlackRock. BlackRock, voilà ce qu'il dit. Je précise aussi que, d'ailleurs, Biden a donné un programme de reconstruction, Joe Biden, à BlackRock. Pour cette zone ukrainienne. Voilà, donc on voit vous en dites effet... ça, on vous traite de complotiste, c'est génial. Ah bah, alors que là, les faits oui. sont là et Oui. que les contrats sont concrets, ils sont là. Oui. Mais c'est marrant, hein, c'est toujours les mêmes derrière. C'est Oui. toujours les firmes financières de gestion de portefeuille d'actions et qui ont vocation à concentrer entre leurs mains les moyens de production, qu'ils soient d'ailleurs agricoles ou même industriels. Enfin, ça, pour le coup, j'en parle plus en détail dans mon livre, mais c'est vrai qu'on retrouve toujours, en remontant à la racine du mal, on retrouve toujours cette espèce de bourgeoisie financière qui a vocation à s'accaparer les moyens de production, à les concentrer entre ses mains, de manière à ce que ça saigne finalement les peuples, à ce que ça saigne les gens. Ouais. Et qui n'en a strictement rien à faire, en fait, qui a juste comme intérêt son profit. Et encore une fois, avoir comme intérêt son profit, c'est tout à fait légitime, mais ça ne peut pas et ça ne doit pas se faire au détriment de l'autonomie et de la survie des nations. Et pourtant, ça fait 50 ans que c'est exactement ce qui se passe dans notre pays et dans tout le monde occidental. Après, il y a un moment où ils vont aussi se toper contre le mur du réel. Et le mur du réel, là, pour le coup, par rapport à BlackRock en Ukraine, parce qu'effectivement, hein, c'est une terre qui est extrêmement riche, Ouais. qui est troisième producteur de blé mondial. À un moment, ça va se toper contre ses propres contradictions aussi, ce modèle-là. C'est-à-dire qu'en délocalisant
nos outils de production à l'étranger, eh bien, la bourgeoisie financière, elle a créé les BRICS. Elle a créé aussi une espèce de monstre de Frankenstein qui a aujourd'hui, qui commence à avoir les moyens de le renverser. Donc, après, nous, on sera dommages collatéraux, d'où l'importance, en fait, que nous, en tant que Français, et que les Espagnols, en tant qu'Espagnols, reprennent le contrôle sur leurs moyens de production. Et donc, pour revenir vraiment à la question des inondations, il y a une urgence absolue à interdire la propriété des moyens de production français par des entités étrangères et par des firmes étrangères. Ça, c'est la base. Et malheureusement, l'Union européenne Pas n'y trop est dans pas, ce sens-là. la Ouais. France n'y est pas, et nous avons des dirigeants qui sont effectivement à la botte de la finance. Donc, il y a un moment, il va falloir s'en débarrasser aussi. Oui, juste un mot, parce que j'aimerais bien qu'on regarde les deux tableaux à côté, quand on regarde l'Ukraine et quand on regarde l'Espagne. On a refait déjà le tableau de l'Espagne, c'est-à-dire, suppression des barrages, inondation, plan financier, inondation, non-réaction. Et ce que nous dit Kennedy dans cette vidéo du 11 février 2024, certains demandent le lien, on va vous le mettre, c'est aussi que cette guerre en Ukraine n'aurait pas dû avoir lieu, que les Russes étaient légitimes à demander que l'OTAN arrête de s'étendre à l'Est, et que ceux qui étaient vraiment intéressés, c'était donc les entrepreneurs militaires américains. Donc, on entend dans son discours qu'il y avait aussi peut-être une alimentation de cette crise militaire, cette fois-ci, par l'OTAN et par les grands intérêts financiers, notamment militaires américains. Donc on voit bien là aussi volonté finalement, plan à l'avance, volonté peut-être exacerbation d'une crise militaire qui est arrivée, et puis ensuite on en tire les profits. Donc finalement à chaque fois on voit comment, peut-être oui il y a eu des éléments extérieurs comme on le dit à chaque fois, mais instrumentalisation et même exacerbation de cette crise. Et quand on met les deux en parallèle, je trouve que c'est assez énorme en fait. Mais parce que en fait, les institutions américaines, qu'elles soient économiques, militaires ou industrielles, elles sont au service de la bourgeoisie financière. En fait, elles ont été créées pour ça. C'est une nation qui s'est fondée qui a été fondée par et pour sa bourgeoisie à l'époque. Sauf que la bourgeoisie quand même a largement muté aujourd'hui, qu'elle s'est financiarisée, qu'elle s'est internationalisée. Et depuis les années 1970, vraiment, l'armée américaine, en fait, ne défend vraiment plus les intérêts de la nation américaine, mais les intérêts de sa classe dirigeante, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle provoque des coups d'État dans le monde entier, qu'elle provoque des guerres, de manière à pouvoir s'approprier les moyens de production. Donc c'est simplement le bras armé, littéralement, de la finance. Alors est-ce que après ça va changer avec l'arrivée de Trump au pouvoir ? Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en jeu, mais en attendant, il n'y a pas vraiment de mystère sur le fait que l'armée américaine défend à l'étranger depuis des décennies les intérêts de sa bourgeoisie financière. Enfin, c'est presque une milice privée à ce stade. Ouais. Et, il est donc temps de défendre les producteurs. C'est l'objet de cette vidéo, Tatiana Ventose, mais également de votre livre, Le temps des producteurs. Merci beaucoup, Tatiana Ventose. Je rappelle donc le nom de vos chaînes YouTube d'abord, Tatiana Ventose et Le fil de l'actu. Cette vidéo s'appelle Inondation. Le fil de l'actu, oui, je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Non, d'actu, oui, pardon, d'actu. Inondation espagnole, le plan pas secret de l'élite financière qui va nous affamer. Comment commander le livre ? Beaucoup nous posent la question dans le lien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Tatiana Ventose ? Oui, c'est sur le site internet parce que ça a été très compliqué de faire publier un ouvrage qui dit qu'il faut démanteler la classe dirigeante et qui explique d'où elle vient. Donc c'est sur le fil d'actu édition, tout attaché, et édition au pluriel, .com. Et voilà, le livre est dispo là-dessus. D'accord, on va vous mettre le lien aussi à la fin de cette vidéo. Merci à tous. On est 5800 ici en direct sur YouTube, 2040 sur les autres canaux en plus. Merci à vous tous d'être très très nombreux. Vous continuez à nous pousser, nous aider.
Et ah oui, qu'est-ce que c'est que cette petite chose là? Anniversaire. Je m'étais dit que j'avais oublié la chronique de Roxane, mais non, c'est pas ça. Bon, je vais pas faire parce qu'en plus je chante faux. Vous chantez très bien, merci. On va oui, perdre 500 auditeurs. je suis très jeune. Merci de me Ah, rappeler. joyeux Oui, vous avez 5 ans. Vous avez vu Oui, merci. Non, mais ça fait passer. Ça datait du 9 novembre, mais merci infiniment à vous tous. Merci à la super équipe d'Autoxin avec qui m'a envoyé déjà des super mots. Et voilà. C'est super. Allez, je souffle pour vous montrer que j'ai du souffle. Non, mais en fait, j'arrive bien. Je vais vous aider. Roxane, Non, on va vous regarder. quand je souris, j'arrive pas à me lancer pas souffler. Parce que quand je souris, j'arrive pas à souffler. C'est un problème que j'ai déjà rencontré il y a quelques jours. Bon, merci à tous. À demain, 7h30.